Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. Je dédicace affectueusement cet ouvrage à ma grand-mère, Laure Bonnet-Cassin, qui a fidèlement conservé la mémoire de sa mère, Anne Monroe, et de ses ancêtres écossais des Highlands. Remerciements. Je remercie Madame Catherine Cadar-Simonet, historienne, pour sa relecture attentive et ses critiques constructives, ainsi que mon épouse Marie-France pour sa patience, son soutien sans faille et ses encouragements affectueux. Exergue. Le climat anglais, célèbre pour ses variations climatiques, n'est pas moins connu pour ses variations politiques. Bernard Cotteret. Dieu. Me voilà sauvé, car je suis en terre papale. Président de Brosse. L'histoire de l'Angleterre est par excellence l'histoire du progrès, c'est l'histoire d'un mouvement constant dans les institutions d'une grande société. Thomas Babington Macaulay. Chapitre 1. Les Stuarts exilés politiques d'outre-Manche en Avignon. L'Altera Roma accueille en 1716 une cour britannique hétéroclite. Lorsque le jeune Jacques Edward Stuart, il a 27 ans, entre en petit équipage, le 2 avril 1716 dans la ville papale d'Avignon, peu de ses nouveaux concitoyens le reconnaissent. Ses attelages, 36 chevaux, 2 carrosses, sa vaisselle et son linge le rejoindront plus tard. Il est pourtant accueilli avec tous les honneurs dus à son rang, par le vice-légat Alamano Salviati. Du fait de son titre, celui-ci est le véritable administrateur de la ville papale, fonction que Salviati exerce de 1711 à 1717. Jusqu'en 1693, les vice-légats dépendaient d'un légat qui résidait parfois à Paris et le plus généralement à Rome. À partir de cette date, ils sont directement placés sous l'autorité romaine d'une commission cardinalis, la Sacrée Congrégation d'Avignon. À 48 ans, ce vice-légat Salviati poursuit un brillant cursus honorum, qui le conduira jusqu'à la pourpre cardinalis en 1730, 3 ans avant sa mort, avec la titulature de la basilique Santa Maria in Ara Coeli, la prestigieuse église du Capitole, la paroisse officielle de la commune de Rome. Ce prélat va donc être amené à piloter une subtile manœuvre diplomatique à l'échelle européenne, sous le contrôle étroit du 243e pape, Clément XI, 1649 à 1721, qui occupe alors le trône de Saint-Pierre depuis 16 ans. Politique averti qui a déjà traversé de nombreuses crises, Gianfrancesco Albani, d'ascendance albanaise comme son nom l'indique, a été formé par les jésuites de Rome et privilégie résolument les intérêts de l'Église. Il sera, dans un premier temps, l'un des pontifes les plus favorables aux derniers Stuarts et à leurs sujets jacobites britanniques condamnés à exil à la suite de la glorieuse révolution de 1688. Le Vatican vient d'ailleurs, à son initiative, de participer en sous-main au financement de la malheureuse rébellion jacobite déclenchée en Écosse en 1715, comme le feront la France et la Lorraine. Tous espéraient le retour sur les trônes britanniques de la dynastie des Stuarts chassée manu militari par Guillaume III d'Orange. Les Avignonnais apprendront bien vite que Jacques-Édouard est l'ancien prince de Galles, le prétendant déchu des couronnes des 3 royaumes d'Écosse, d'Irlande et d'Angleterre, depuis le décès de son père le roi Jacques II en 1701. Selon les chansons jacobites, souvent très populaires, Jacques-Édouard était aussi appelé le Little Blackbird, en raison de la couleur sombre de ses yeux et de ses cheveux. Louis XIV, contre les avis de certains de ses ministres, mais sans doute sous l'influence favorable de Madame de Maintenon, avait déjà confirmé les droits régaliens de son malheureux cousin après la glorieuse révolution de 1688. Pour le roi Soleil, le fils légitime de son cousin Jacques II restera, jusqu'à sa mort, en dépit des stipulations des traités internationaux, le monarque à la double couronne, c'est-à-dire Jacques III d'Angleterre et Jacques VIII d'Écosse. Tout va changer pour les Jacobites après que Louis XIV ait rendu son dernier soupir, à 77 ans, à l'issue de 64 ans de règne effectif, dans son château de Versailles, le 1er septembre 1715 à 8h15 du matin. Les adversaires du prétendant lui donnent le titre quelque peu désobligeant pour un suzerain issu de la prestigieuse dynastie britannique, de chevalier de Saint-Georges, ce qui ne fait référence qu'à ses seules activités militaires. Cette appellation est curieusement partagée avec 2 autres personnages de l'histoire de France au XVIIIe siècle, un célèbre corsaire malouin et un chef rebelle des Caraïbes. Ses partisans d'outre-Manche le considéreront comme le King over the Water,
ce qui est plus respectueux et davantage prometteur en matière d'imaginaire littéraire. Une aura romantique se crée peu à peu autour du triste destin de cette dynastie pluriséculaire. Les aventures des derniers Stuart stimuleront, y compris en France, l'inspiration de nombreux écrivains au fil du temps jusqu'à Jean Giono, Les récits de la demi-brigade partie 5, L'Écossais 1972 et Jean Raspail, Le roi au-delà de la mer, 2000. Jacques-Édouard prend ses quartiers en Avignon, au début de 1716 dans l'hôtel de serre de la Marine, libéré à cette occasion par le commandant des troupes pontificales sur ordre du vice-légat. L'hôtel de serre, aujourd'hui détruit, s'étendait de la rue Saint-Marc à la rue Dorée, non loin de l'hôtel Pérussi, l'ancienne demeure de la famille Aubanel, les célèbres imprimeurs du pape en Avignon. Ceux-ci se sont installés en 1865 près de la place Saint-Pierre, alors que les demeures datant du XIVe siècle étaient rasées, sans considération pour leur beauté et leur grand âge, afin d'ouvrir l'avenue de la République en direction de la nouvelle gare. Le prétendant sera bientôt rejoint en Provence par de nombreux jacobites, d'origines anglaises, écossaises ou irlandaises et pratiquant différentes religions. Beaucoup viennent ainsi de quitter la cour des Stuart qui avait pris ses quartiers à Saint-Germain-en-Laye. En 1689, il y avait presque 30 ans. Plus de 10 000 jacobites ont en effet séjourné à Saint-Germain, dans les deux châteaux ou dans leur voisinage, sous la protection constante de Louis XIV. Pour eux, la vie continue et les naissances n'y sont pas rares, telles celles de l'Irlandais Charles O'Brien, 1699 à 1761, futur maréchal de France et gouverneur du Languedoc. Après le décès de son royal mari, la mère de Jacques-Édouard, la très catholique, Marie-Béatrice de Modène, 1665 à 1718, est cependant restée avec son proche entourage au Château-Vieux, où elle rendra son dernier soupir. Seconde épouse de Jacques II, elle est confite en dévotion et vénère le Sacré-Cœur de Jésus, fidèle aux enseignements de son premier confesseur, le jésuite Claude la Colombière qui a été formé au noviciat d'Avignon, bastion traditionnel de la réforme tridentine. Ce membre de la Compagnie de Jésus est resté dans la Cité des Papes pour terminer ses études jusqu'en 1668. Fidèle à sa mémoire, la reine Marie-Béatrice fera poser un vitrail dans l'église paroissiale de Saint-Germain. Celui-ci évoque le nouveau culte qui a pris naissance avec la mystique Marguerite-Marie Alacoque, apparaît le Monial, où le révérend père la Colombière se réfugiera après son expulsion brutale d'Angleterre. Il y mourra prématurément en 1682, à 41 ans. Certains dignitaires jacobites, tels le duc d'Ormonde, irlandais et néanmoins protestant, arriveront en Avignon à partir du printemps 1716. James Butler, deuxième duc d'Ormonde, 1665 à 1745, est le petit-fils du très royaliste et premier duc d'Ormonde, 1610 à 1688. Proche de la reine Anne d'Angleterre, ce nouvel Avignonnais avait été victime d'une procédure d'impeachment, diligentée par le Parlement anglais. Il avait quitté définitivement Londres pour la France le 21 juillet 1716. Lord Nithsdale, condamné à mort pour sa participation à la rébellion de 1715 en Écosse, a réussi quant à lui, à s'échapper de la Tour de Londres grâce à sa courageuse femme Winifred et rejoint le continent puis Avignon, dès le 4 mai. John Erskine, le 6e comte de Mar dit Bobbing John Lord David Nairn, allié au chevalier Ramsay, Milord Drummond, le duc de Perth, son frère, le comte d'Inverness, se réfugieront eux aussi en Avignon ou dans le comtat. D'autres encore profiteront du calme et du charme de l'exil avignonnais pour des séjours plus ou moins longs. Le chevalier Ellis, Lékis, Lord Penmure, pour ne citer que les noms les plus prestigieux. Certains sont reçus chez le marquis Jean-Dominique de Tulle de Villefranche, près du Sextier, non loin de l'actuelle place de l'Horloge. La famille de Villefranche, représentative du pouvoir civil de la Cité des Papes, s'est établie en Avignon au temps de l'antipape Clément VII, 1342 à 1394. Elle a donné à la ville de nombreux consuls, viguiers, et même un primacier de l'université. D'autres représentants de la noblesse avignonnaise et comtadine s'empresseront d'accueillir, comme il se doit, ces visiteurs inattendus. Le cas du controversé chevalier André Michel de Ramsay, 1686 à 1743, futur biographe de Fénelon, Histoire de la vie de Fénelon, 1723, et précepteur éphémère des enfants Stuart à Rome, est singulier. Il s'est converti au catholicisme sous l'influence de l'archevêque de Cambrai, François de Sanlignac de la Motte Fénelon, 1651 à 1715,
l'auteur des Maximes des Saints et l'ardent défenseur du quiétisme mystique de Madame Guyon. André-Michel de Ramsay développera ses activités maçonniques en Provence. Elles conduiront à la création de la première loge avignonnaise, sous l'appellation de Saint-Jean de Jérusalem en 1737. Cette première loge deviendra un lieu important de réunion pour la noblesse comtadine, autour de l'érudit marquis de Vézénobre, Charles-François de Calvière, 1695 à 1777, de concert avec certains jacobites restés par la suite en Avignon. La loge de Saint-Jean de Jérusalem fut condamnée puis supprimée par l'archevêque d'Avignon, Monseigneur de Crochamp, en 1743, l'année du décès du chevalier Ramsay, suivant ainsi les injonctions rigoureuses de Rome. Celle-ci répondait elle-même aux vœux pressants du précepteur puis ministre de Louis XV à partir de 1726, le cardinal André Hercule de Fleury, 1653 à 1743, inquiet des agissements d'une organisation trop indépendante du pouvoir royal et quelque peu occulte, tant dans son organisation que dans ses objectifs. À vrai dire, Fleury menait depuis 1737 une politique hostile à toute forme de franc-maçonnerie en France. À côté de la gentry jacobite, les partisans des Stuarts provenaient des horizons britanniques les plus divers. Ainsi, l'officier de fortune, Charles Waugham 1698 à 1752, qui rendra visite aux prétendants en Avignon, constitue une illustration significative de cette grande variété sociologique. Nous aurons à évoquer son étrange destin à propos du mariage de la riche princesse polonaise, Maria Klementina Sobieska, avec Jacques Edward en 1719. Monsieur George Dixon, président de l'Association franco-écossaise, a publié en 1993, avec le soutien de l'Académie de Vaucluse, un intéressant opuscule consacré aux Jacobites en Avignon, des Écossais en Avignon, Jacques III Stuart, un roi sans couronne, imprimerie Paul Dupont. Cet ouvrage reproduit la liste des Anglais qui séjournent dans la ville des papes, l'Altera Roma, dans le courant de l'année 1716. On a estimé leur nombre à environ 400, ce qui inclurait les membres des familles elles-mêmes. Ces émigrés pouvaient appartenir aux religions catholiques, anglicanes ou épiscopaliennes, preuve de la tolérance sincère mais mal comprise voire conspuée des Stuarts en cette matière à conflit. Dans un premier temps, la diplomatie avisée de leurs protecteurs romains n'y a trouvé rien à redire, du moins tant que l'autorité de l'Église n'était pas remise en cause. Ces partisans de la dynastie Stuart, anglais, écossais et irlandais, prenaient la suite de plusieurs vagues d'émigration déjà anciennes en France. Les premières concernent les mercenaires de Tourens enrôlés dans les armées du continent. Charles VII, réfugié à Bourges, n'avait-il pas fait appel en 1419 à l'Écossais John Stuart de Darnley pour bouter l'Anglais hors de France? À titre de récompense, celui-ci recevra en 1422 la seigneurie d'Aubigny-sur-Ner. Robert Stuart d'Aubigny, 1470 à 1544, après avoir servi dans les 100 gardes écossais, était devenu connétable des deux Siciles sous Louis XII puis maréchal de France sous François Ier. C'est grâce à lui qu'Avignon n'a pas connu le même sort que la Rome historique, mise à mal sous les coups des lansquenets de Charles Quint. Lors de la campagne de dévastation de la Provence conduite par l'empereur Habsbourg, Robert Stuart a en effet été détaché par Montmorency, avec ses 8400 hommes, pour investir Avignon avant l'arrivée de la soldatesque espagnole. Par la suite, d'importantes migrations remontent aux guerres de religion qui font des ravages en Écosse. Ainsi, William Chisholm, évêque de Dunblane, avait été nommé à Vaison que l'on ne qualifiait pas encore de romaine, dans le courant du XVIe siècle. Il avait auparavant joué un rôle décisif en faveur de Marie Stuart auprès des papes Pie IV et Pie V, contribuant, via les influences diplomatiques des différentes sphères vaticanes en Europe, au transfert d'Écossais de haut rang en France. Depuis la glorieuse Révolution de 1688 et la désastreuse défaite de la Boîne en 1690, où s'étaient affrontées les troupes catholiques du duc de Lauzun et de Jacques II, face à celles du vieux maréchal de Schomberg, 1615 à 1690 et de Guillaume d'Orange, les va-et-vient militaires entre les îles britanniques et le continent deviennent incessantes. Le malheureux siège de Londonderry puis le traité calamiteux de Limerick de 1691 amenèrent les restes de l'armée jacobite, sous le commandement de Richard Talbot, 1630 à 1691, comte de Luncan et duc de Tyrconnell, à quitter définitivement l'Irlande.
Limerick, constitué de ces deux villes anglaises et irlandaises qui se font face, de part et d'autre de la Bay River, représente un symbole de l'affrontement de deux cultures et de deux peuples. On a appelé ce départ des hommes d'armes irlandais l'envolée des oies sauvages, les Wild Geese, vers le continent. Un grand nombre d'officiers et soldats avaient été alors incorporés dans l'armée de Louis XIV, au sein de ce qui deviendra la Brigade irlandaise. Celle-ci se composait d'une unité de cavalerie commandée à Saint-Germain par le duc de Tyrconnell, ainsi que de 6 régiments d'infanterie. Certains hommes de troupes et officiers ont bénéficié de mesures de naturalisation en 1702 et 1715. Ces 6 régiments d'infanterie, Berwick, Dillon, Lally, Roos, Bulkeley et Clare, s'illustreront lors de la victoire du maréchal de Saxe sur William Augustus, duc de Cumberland, 1721 à 1765, le fils du premier roi hanovrien Georges, à Fontenoy, le 11 mai 1745. Les Irlandais étaient alors placés sous le commandement de Charles O'Brien, 1699 à 1761. Ce père d'Irlande, le vicomte Clare, comte de Thomond déjà cité, deviendra maréchal de France en 1757. Le vaillant militaire français d'origine irlandaise, connu sous le nom de Lally Tollendal, n'est autre que Thomas Arthur, baron de Tollendal, comte de Lally, 1702 à 1766, le futur bouc émissaire des échecs de la Compagnie des Indes orientales, qui commandait alors son propre régiment. Le fameux régiment écossais, quant à lui, ne sera constitué qu'en 1743 sous Louis XV à partir du Dillon. Il combattra avec acharnement en Écosse pour le compte des Stuarts sans pouvoir éviter la désastreuse défaite de Culloden en 1746, aux côtés de Charles-Édouard, le dernier et alors jeune prétendant Stuart, que la légende appellera « Bonnie Prince Charlie ». À partir de cette date, la diaspora jacobite s'est largement et progressivement dispersée, dans l'Empire des Habsbourg, la Prusse de Frédéric II, l'Espagne de Philippe V, les pays scandinaves, voire même la Russie ou l'Amérique. Un petit contingent s'est néanmoins fixé en Provence, à l'abri de la papauté et de son vice-légat. Cet envol hors de France constitue une étape essentielle de la longue histoire des relations entre la France et les îles britanniques, dont certains aspects méritent d'être rappelés du fait de leur prolongement méconnu en Provence. Les Stuarts, une dynastie aux origines bretonnes face aux souverains germaniques d'Angleterre. Le 23 juin 2014 a été fêté le 7e centenaire de la victoire décisive de Bannockburn, les 23 et 24 juin 1314, des Écossais de Robert Bruce Ier, 1274 à 1329, sur la cavalerie anglaise d'Édouard II, 1285 à 1327. Ce roi écossais d'origine normande, qui règne de 1306 à 1329, avait été excommunié en 1318 par le premier pape d'Avignon Clément V pour avoir fait assassiner en 1306 l'autre candidat à la couronne, John III Comyn de Badenoch, qui portait également le titre de gardien de l'Écosse, devant l'autel du couvent des franciscains de Dumfries. Les Bruce reprochent à John Comyn d'avoir trahi la noblesse écossaise au profit du roi d'Angleterre Édouard Ier, 1239 à 1307, ce roi Plantagenet, fils d'Éléonore de Provence. Selon certains auteurs, cette excommunication de Robert Bruce expliquerait que l'ordre des Templiers ait pu perdurer, avec l'appui de cette nouvelle dynastie en Écosse, bien au-delà de la condamnation de Clément V selon certains historiens. Les Templiers écossais auraient également soutenu les troupes de Bruce à Bannockburn, non loin de Stirling. Ce qui est plus certain, c'est que les plus puissants chefs de clan étaient présents à Bannockburn, tel Robert Monroe, venu de la région de Cromarty à l'est des Highlands, qui y perdit l'un de ses fils. Premier rapprochement entre les puissances régnantes en Provence et en Écosse, le titre royal de Robert Bruce sera approuvé en 1324 par le deuxième pape avignonnais, Jean XXII. Ce pontife est sensible à la reconnaissance clanique du premier monarque Stuart d'origine normande par la noblesse écossaise qui, une fois n'est pas coutume, paraît unanime. Il s'agit de la fameuse déclaration des 51 lairds écossais du 6 avril 1320, qui exige une indépendance et une liberté souveraine pour leur pays. Ces chefs de clan font le serment de défendre ensemble l'Écosse jusqu'à la mort et signent tous ce document dans le monastère d'Arbroath, dans le comté d'Angus. Ce texte est envoyé sous forme de lettre pour approbation et soutien au pape Jean XXII, qui ne s'y opposera pas. Ce titre royal et la souveraineté de l'Écosse ne seront acceptés que tardivement et avec mauvaise grâce par l'Angleterre en 1328, par le traité d'Édimbourg-Northampton.
La Cour de Londres doit en effet tenir compte, nolens volens, du nihil obstat du pape avignonnais Jean XXII que les nobles écossais avaient su solliciter en temps utile. Ainsi se trouvait officiellement inaugurée et reconnue la dynastie House des Bruce sur une base désormais européenne. Elle prenait la suite de lignées royales beaucoup plus anciennes, qui portent encore la trace des cultures pictes et gaéliques, avant de laisser la place aux souverains d'origine anglo-normande. La première dynastie connue, celle des Alpins 834-1034, avait fondé la tradition du couronnement sur la pierre de la destinée, à Scone. Les Dunkeld, 1034 à 1058, ont ensuite été rendus célèbres par le héros de Shakespeare, le royal et sinistre Macbeth, ainsi que par la reine Mathilde, princesse consort du roi d'Angleterre Henri Ier. Les Canmore, 1058 à 1290 seront avec David Ier, les fondateurs des monastères de Melrose et d'Holyrood. Sainte Marguerite, fêtée le 16 novembre, née en Hongrie, épouse de Malcolm III Canmore, 1058 à 1093, est enterrée, comme d'autres souverains écossais, dans l'abbaye bénédictine de Dunfermline qu'elle avait fondée. Elle sera canonisée en 1250 par le pape Innocent IV. Les prédécesseurs immédiats des Bruce, les Balliol, n'ont donné que 2 rois à l'Écosse, en des temps fort troublés par la rivalité continue avec l'Angleterre. John Balliol, 1292 à 1315, est en effet emprisonné avec son fils Édouard après son abdication, dans la Tour de Londres par le roi d'Angleterre Édouard Ier puis libéré et transféré en France à la demande de Philippe le Bel et du pape Boniface VIII. Les ascendants lointains de ce roi Robert Bruce Ier d'Écosse, couronné en 1306, sont originaires du Cotentin, de la petite ville de Brie. Plusieurs Robert Bruce l'avaient donc précédé en terre écossaise, et même anglaise puisqu'il serait venu de Normandie avec Guillaume le Conquérant et son armée, qu'ils ont soutenu à Hastings en 1066. Pour le prix de leur courage au combat, ils avaient été dotés de terres au nord-ouest de l'Angleterre, Skelton. Leur blason comportait déjà la croix de Saint-André, mais de couleur rouge. On peut encore apercevoir la motte seigneuriale, mais les ruines de leur château de Brie, entre Cherbourg et Valogne, ont disparu. Ce château Adam constituait une forteresse féodale avec enceinte typique du Moyen-Âge. Elle n'a fait l'objet d'aucune restauration jusqu'à aujourd'hui. Cette place forte avait été détruite au XIIIe siècle, sur ordre de Saint-Louis, qui entendait avoir les coudées franches en Normandie. À l'époque de Philippe Auguste, l'expropriation des seigneurs normands qui avaient rallié l'anglais Jean Santerre eut pour conséquence pratique que les anciens compagnons d'armes de Guillaume le Conquérant disposèrent de revenus supérieurs en Angleterre à ceux du continent. Comme beaucoup d'autres de leurs compatriotes, les vassaux des Bruce quittèrent donc la Normandie sans regret et firent souche en terre britannique. L'historien Claude Pitois a fourni d'intéressantes précisions à ce sujet à travers 2 de ses œuvres fort bien documentées. Brie, berceau des Bruce d'Écosse, en 2001, précédé de Normandie au trône d'Écosse, la saga des Bruce, en 1998. Il s'appuie largement sur le célèbre manuscrit de 1672 de George Mackenzie, consacré à la noblesse écossaise et conservé à la National Library of Scotland. Pour le prix de son courage à la bataille de Bannockburn, le 6e sénéchal d'Écosse, Walter Stewart, ou Stuart, 1296 à 1327, dont la famille avait quitté Dol de Bretagne pour l'Angleterre un siècle plus tôt, épousera la fille du roi Robert Bruce Ier, Marjorie, 1296 à 1316. Le primogéniteur identifié de cette famille Stuart, Alan d'Apifer, était sénéchal de Dol au XIe siècle. Son petit-neveu Alan Fitzflad, 1078 à 1114, également sénéchal de Dol, combat pour Henri Beauclerc, 1068 à 1135, en Angleterre et devient shérif du comté de Shropshire-Owestry en 1101, au sud du pays de Galles. L'un de ses fils, Walter, jure fidélité au roi d'Écosse David Ier et devient premier grand intendant d'Écosse, High Steward of Scotland, fonction qui deviendra héréditaire et se perpétuera sur 7 générations, donnant ainsi son nom à cette future dynastie britannique. En succédant à David de Bruce, 1329 à 1371, qui sera longtemps éloigné du pouvoir par les Anglais et devra séjourner pendant 7 ans en France à Château-Gaillard, le 7e sénéchal héréditaire d'Écosse, Robert II, 1316 à 1390, deviendra ainsi le premier roi d'Écosse de la dynastie Stuart, de 1371 à 1390. Il est contemporain du dernier pape d'Avignon, Grégoire XI, 1370 à 1378,
et de l'antipape Clément VII, 1378 à 1394. Grâce à lui, l'Écosse y gagnera son indépendance effective à l'égard de l'Angleterre avant même la mort d'Édouard III, 1377. Ce vainqueur de Crécy en 1346 avait d'ailleurs expérimenté l'efficacité redoutable des Longbos au cours des combats contre les Highlanders. Ce roi anglais, prétendant à la couronne de France, avait pourtant cru pouvoir, de 1335 à 1341, imposer sa loi en Écosse à partir de Londres à travers les manœuvres du monarque des déshérités, Édouard Balliol, 1283-1364. Ce même Édouard d'Écossais, fils de John Balliol, qui devait subir plusieurs cuisantes défaites, avait remis sa couronne et tous ses droits au trône au roi d'Angleterre Édouard III en 1356. Les Balliol, par affinité ou par nécessité, s'étaient ainsi finalement alliés au roi d'Angleterre, tandis que les Bruce entendaient désormais défendre l'intégrité du royaume d'Écosse avec leur soutien, au premier rang desquels se trouvaient les Stuarts, en seconde ligne les papes avignonnais et enfin le royaume de France. Robert II, ancien et dernier sénéchal d'Écosse, inaugure ainsi une suite de 9 monarques écossais Stuart, dont la célèbre et malheureuse reine Mary, 1543-1567, ancienne reine de France et veuve du jeune roi François II. Si l'on tient compte des règnes de Marie et d'Anne, les 2 filles légitimes de Jacques II d'Angleterre et Jacques VII d'Écosse, lesquelles lui succèdent avec leurs époux étrangers après la glorieuse Révolution de 1688 jusqu'en 1714, la dynastie Stuart aura occupé simultanément les trônes d'Angleterre et d'Écosse pendant 111 ans, de 1603 à 1714, avec 6 monarques successifs, non compris les 2 derniers prétendants qualifiés de rebelles. Il s'agit des prétendants, le vieux et le jeune, Jacques-Édouard et de Charles-Édouard, dont nous allons suivre les traces en Provence, en France et en Italie. Les règnes des Stuart dans les îles britanniques s'étendent donc au total de 1371 à 1714, 343 ans, dont 196 ans sur la seule Écosse, jusqu'en 1567, puis 147 ans simultanément sur l'Écosse et l'Angleterre. Jacques VI d'Écosse, 1567 à 1625, a été le premier à régner en union personnelle sur les 2 royaumes à partir du décès de la reine Vierge Élisabeth Ier, de 1603 à 1625. Singulière revanche post-mortem de sa propre mère, Mary Stuart, prisonnière et victime de la fort ombrageuse et peu partageuse Élisabeth, l'emblématique mais stérile figure de la maison Tudor, laquelle n'aura quant à elle duré que 120 ans. Mary Stuart avait pourtant trouvé de précieux appuis dans les Highlands, notamment auprès du 15e baron Robert More Monro, dont nous suivrons également les aventures de certains descendants sur le continent. L'Écosse maintiendra ainsi son indépendance, et sa nouvelle house souveraine, pendant plus de 3 siècles, celle-ci se comparant avantageusement en termes de longévité avec les autres dynasties, même sans compter les tentatives de restauration des 2 prétendants réfugiés sur le continent, Jacques-Édouard et Charles-Édouard. L'Écosse, annexée à l'Angleterre avec un parlement unique pour former la Grande-Bretagne en 1707, a provisoirement renoncé, le 18 septembre 2014 par référendum, à son indépendance. Pour comprendre ce surprenant épilogue, il faut revenir sur les circonstances qui ont amené les derniers représentants de cette ancienne dynastie Stuart à se réfugier en terre papale au XVIIIe siècle. La France est certes liée à l'Écosse par une alliance historique de revers, la Vieille Alliance, Old Alliance, scellée par Philippe le Bel et John Balliol au XIIIe siècle, le 23 octobre 1295. La plus vieille alliance du monde, selon les déclarations de l'exilé politique qu'était Charles de Gaulle à Londres en 1942, sera finalement peu respectée, mais obligera néanmoins, le moment venu, le roi Jacques IV d'Écosse à envahir l'Angleterre à ses risques et périls. Ses descendants bénéficieront de la bienveillance intéressée de Louis XIV, mais cette générosité ne s'étendra pas aux successeurs du roi Soleil, comme on le constatera. Nécessité faisant loi, les familles régnantes en Europe ont entretenu des liens dynastiques à géométrie variable selon les circonstances et les époques. Cette gestion ambiguë des enjeux politiques est particulièrement vraie pour la lignée des Stuart. Proches des royaumes de France et d'Espagne depuis le XIVe siècle, ils naviguent en eau trouble dès qu'ils se trouvent du côté de la Tamise. Ils seront ainsi, parfois malgré eux, les alliés puis les ennemis de la principale rivale maritime et marchande de la City, les Provinces-Unies, au cours des années qui nous intéressent. L'histoire officielle du Royaume-Uni a été principalement écrite et enseignée,
comme il se doit, par les vainqueurs, c'est-à-dire par les tenants de la dynastie régnante, d'abord orangistes par alliance, puis hanovrienne pendant 123 ans 1714 à 1837, et enfin Saxe-Cobourg-Gotha pendant 80 ans 1837 à 1917. Grâce aux actions diplomatiques du roi des Belges Léopold Ier, 1790 à 1865, la reine Victoria, dont la mère est elle-même une Saxe-Cobourg-Saffeldt 1786 à 1861, avait épousé son cousin, le prince consort, Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, 1819 à 1861. Tous deux ont des grands-parents communs. François duc de Saxe-Cobourg-Saffeldt, 1750 à 1806, et Augusta Reuss d'Ebersdorf, dont la pléthorique descendance va régner au XIXe siècle sur l'Europe, du Portugal à la Russie en passant par l'Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, la Grèce, Espagne, la Norvège, la Roumanie. Les Saxe-Cobourg siègent encore sur le trône du Royaume-Uni, sous une appellation désormais moins germanique, plus convenable pour le peuple britannique en guerre contre certains cousins de ses souverains, Windsor. Le roi George V a en effet introduit cette nouvelle dénomination en 1917, du fait du conflit en cours avec l'Allemagne de son cousin issu de Germain, l'empereur Guillaume II, 1859 à 1941. Le premier petit-fils de la reine Victoria est issu du mariage de Victoria, fille aînée de la reine-mère et de Frédéric III de Prusse. Ce principe de dégermanisation des noms propres avait été appliqué dès septembre 1914 par le cousin du roi George V, le tsar Nicolas II. Saint-Pétersbourg était ainsi devenu Pétrograd. L'anglicisation à la hussarde des patronymes d'origine germanique vise bien d'autres familles, tels les Battenberg, descendants des princes de Hesse, devenus Mountbatten à la même époque. Si l'on remonte plus loin, on constate que les 6 rois issus de la dynastie des Hanovre ont épousé des princesses allemandes. En langage contemporain, on serait tenté d'assimiler cette opportune et nouvelle volonté politique d'identification à des consonances plus britanniques et moins germaniques, au slogan médiatique qui ne pèche pas par défaut de réalisme, « Winner takes all », le dernier gagnant rafle la mise. En bonne réelle politique, il s'agissait en effet de gommer toute ressemblance malsaine avec les losers potentiels du premier conflit mondial. La dynastie de l'Empire germanique, famille amie et alliée de longue date puisque les relations politiques remontent à Frédéric II et à la guerre de 7 ans. Tentation humaine, trop humaine, aurait suggéré un grand philosophe allemand né au XIXe siècle qui avait eu la chance de mourir avant la Première Guerre mondiale qu'il avait d'ailleurs prévue alors qu'il avait toute sa lucidité. En additionnant les durées des 3 maisons régnantes, Houses, Hanovre, Saxe-Cobourg-Gotha et Windsor, ce n'est qu'en 2057 que la longévité de la dynastie Stuart sur les îles britanniques se trouverait enfin dépassée, à moins que l'on ne retranche la période cromwellienne de 11 ans, 1649 à 1660. Il faut donc souhaiter longue vie à cette maison Windsor, régnant aujourd'hui à Londres, en espérant que les circonstances à venir lui permettent de conserver son trône et sa dénomination actuelle au moins jusqu'en 2046. Les critiques habituelles adressées aux Stuart n'ont été remises en cause qu'à une date récente. Ainsi, l'historien et homme politique anglais Thomas Babington Macaulay, 1800 à 1859, présentait en son temps les derniers Stuart comme de sombres caricatures ultramontaines, opposées au progrès de leur temps, à l'évolution des mentalités modernes et à la libéralisation des mœurs. Les convictions politiques Whig de cet auteur l'ont emporté sur l'objectivité de l'historien. Pour Macaulay, l'Empire britannique constituait la pointe avancée de toute civilisation au milieu du XIXe siècle, et ceci jusqu'au sous-continent indien. Les Stuart ont fait, pour certains de leurs adversaires, figure de conservateurs obscurs à l'époque des Lumières. Ils ont compté néanmoins parmi leurs partisans la personnalité ambiguë mais brillante de Lord Bolingbroke, promoteur de la philosophie éclairée en Europe et grand amateur de salons littéraires. Henri Saint-Jean de Bolingbroke 1678 à 1751 appartenait à une famille engagée dans la mouvance Whig, mais il se déclarait Tory à titre personnel, et à vrai dire opposé au sectarisme des partis. Sous la reine Anne, il est secrétaire d'État de 1704 à 1708, puis ministre des Affaires étrangères de 1710 à 1714. Comme le second duc d'Ormonde, il est proscrit par le roi George Ier du fait de ses supposées accointances jacobites et d'un patriotisme anglais peu favorable aux Hanovre venus du continent.
Certains parlementaires Whigs, tirant grand profit de la guerre avec la France, lui reprochaient injustement les termes défavorables du traité d'Utrecht de 1713, dont il est l'un des négociateurs pour le compte de l'Angleterre. L'issue en Amérique de la guerre de succession d'Espagne, que les historiens britanniques appellent la guerre de la Reine Anne, avait pourtant valu à Londres le contrôle de Terre-Neuve et de l'Acadie, fleurons du futur Canada. On aurait dû estimer alors, à leur juste valeur, à Londres comme à Paris, l'intérêt de ces lointains territoires qui allaient devenir des dominions à l'origine de l'un des plus puissants empires coloniaux modernes. Bolingbroke rejoindra Jacques-Édouard dans Lorraine mais ne s'établira jamais en Avignon ou en Provence. Il préfère des retraites plus mondaines et à tout prendre plus prometteuses, dans la proximité des cours royales des Bourbons où il peut exercer ses talents intellectuels, oratoires et littéraires. Il peut ainsi poursuivre à sa guise ses intrigues fluctuantes avec les puissants de ce monde qu'il méprise, le plus souvent avec raison. Il retournera en Angleterre de 1723 à 1735 et se révélera un redoutable adversaire politique de Robert Walpole. Francophone sinon francophile, Bolingbroke se consacrera également à une œuvre abondante et remarquable de lucidité, écrite dans les retraites provinciales, anglaises, à Dole, près de Telford, dans les West Midlands, mais aussi françaises, Chanteloup dans le Val-de-Loire, près d'Amboise et La Source, près d'Orléans. Il recevra Voltaire qu'il admire, et avec qui il entretient un dialogue philosophique de grande qualité, commencé à Londres en 1727, lorsque l'écrivain français avait dû fuir les foudres de la justice française et les bastonnades du chevalier de Rohan. Voltaire avait alors pu faire connaissance d'Alexander Pope, de Jonathan Swift, de John Gay, d'Edward Young, de Mary Wortley Montagu et de bien d'autres familiers du salon de Bolingbroke sur Pall Mall. Ce grand écrivain et philosophe français nourrit ses réflexions grâce à ces divers courants de pensée qui allaient conduire à l'Europe des Lumières. Les voyages de Gulliver, critique acerbe de Swift à propos de la politique colonialiste anglaise en Irlande, venait de paraître à Londres en 1726. Les pensées de Bolingbroke et de Voltaire se rejoignaient surtout en matière de critique cléricale et religieuse, comme le montre en particulier l'examen important de Milord Bolingbroke, écrit entre 1764 et 1766 que la congrégation romaine de L'. Index condamnera en 1771. Le vieil expert de la vie politique anglaise qu'était Bolingbroke épousera sur le tard la marquise de Villette et mourra en France, à 73 ans, admiré pour sa défense de la tolérance par les esprits éclairés des deux côtés de la Manche. Une histoire séculaire qui mérite d'être revisitée à partir d'un point de vue singulier. Les trois derniers Stuarts restent fidèles à leur foi catholique, avec d'importantes variantes que nous préciserons ultérieurement, mais ils ont la sagesse de s'entourer de nombreux conseillers protestants voire déistes, pour ne pas dire dans certains cas, athées. Par leur ouverture d'esprit, ils étaient en avance sur bien des acteurs politiques de leur temps, notamment dans les îles britanniques. Ils défendent une politique de tolérance religieuse qui avait l'ambition de s'appliquer à tous, et allait favoriser la franc-maçonnerie régulière, de part et d'autre de la Manche. Les membres de la chapelle des Quakers de William Penn, 1644 à 1718, avant leur départ pour les Amériques, en bénéficieront également. Ils doivent aux Stuarts une grande part de leur liberté d'action puis de leur légendaire prospérité. Grâce aux libéralités de Charles II et le soutien actif du duc d'York, ils développent, à partir de 1682, la ville de Philadelphie et le futur État de Pennsylvanie de retour à Londres en 1684. Penn exercera une influence bénéfique sur Jacques II en matière de tolérance religieuse. Les succès ultérieurs de la diaspora dans les domaines culturels, économiques et politiques sur les 5 continents attestent de la qualité humaine de nombreux jacobites et du remarquable esprit d'entreprise de beaucoup. Les jacobites prennent ainsi une revanche, certes tardive, mais durable sur leurs détracteurs des siècles passés grâce à la relecture récente des événements et de leurs acteurs, replaçant la Whig History à sa juste place. Les approches modernes des nouveaux historiens tentent, non sans peine, d'adopter un point de vue global, World History, qui ne se réduit plus à une vision nationale, recourant à une vue de Sirius avec possibilité de zoom en tant que de besoin. Ces pratiques modernes remettent en cause bien des préjugés d'origine politique, grâce à une intégration de diverses disciplines, à la recherche d'un équilibre entre les données culturelles, économiques, religieuses et sociales. Elles nourrissent ainsi de multiples interprétations, parfois contradictoires, des comportements humains,
individuel ou collectif, qui ne se trouvent plus prisonnières des traditionnelles historiographies à visée nationaliste, voire hagiographique. Les tentatives dans ce sens d'un auteur tel Yuval Noah Harari, Sapiens, 2014, Homo Deus, 2017, sont stimulantes et méritent d'être poursuivies en vue de structurer des méthodologies innovantes. En France, des avancées remarquables ont déjà été réalisées dans ce sens, notamment sous l'impulsion de Patrick Boucheron, professeur au Collège de France. La richesse et l'accessibilité de la documentation concernant les Jacobites est impressionnante, notamment au Royaume-Uni. Aussi est-il instructif d'aborder ce sujet à partir d'une perspective originale et qui s'avère pour le moment inédite, la plupart des travaux historiques, le plus souvent bien documentés, étant d'origine anglo-saxonne. Ils sont trop abondants pour être cités ici, et il est prudent de se limiter à une bibliographie sélective. En France, les recherches, généralement récentes, sont d'excellente qualité mais restent trop peu connues en dépit des éclairages originaux qu'elles proposent. Il convient de citer à ce titre les intéressantes publications de Madame Genet-Roufiac pour ses études sur l'exil des Jacobites en France et leur présence dans L'(armée ainsi que celles de messieurs Guy Chaussinan-Nogaret, spécialiste des carrières commerciales et financières des partisans de Jacques II, Patrick Clark de Dromantin, grand connaisseur des destins de certaines familles installées dans le Sud-Ouest, de Bernard Cotret, éminent historien de la civilisation britannique, ou encore de Joseph Girard, chartiste et conservateur du musée Calvet. Comment ne pas évoquer également René Moulinat pour sa parfaite maîtrise de l'histoire d'Avignon et du comtat venessin. Édouard Corp, qui a écrit en anglais, à Toulouse, son importante œuvre consacrée à la cour du roi Jacques II et aux pérégrinations qui ont suivi, mérite une mention toute particulière par la qualité de sa documentation et de ses analyses. Comment enfin ne pas faire référence à Michel Duchain, inspecteur général honoraire des Archives de France, et à ses œuvres magistrales consacrées aux 2 révolutions d'Angleterre du XVIIe siècle d'une part et aux 3 derniers Stuart d'autre part? Une attention spéciale doit être accordée à James Massey-Harney, Écossais vivant et enseignant en France, à qui l'on doit le remarquable ouvrage Charles-Édouard Stuart, un prince des ténèbres dans l'Europe des Lumières, publié aux Editions du Rocher en 2008. Il faut par ailleurs regretter que les activités jacobites en pays germaniques n'aient guère suscité d'études approfondies consacrées à leurs influences culturelles, militaires ou politiques. De prestigieux généraux jacobites n'ont-ils pas combattu aux côtés de Frédéric de Prusse? Voltaire ne rencontrera-t-il pas à Potsdam de nombreux exilés écossais? Et l'Autriche n'a-t-elle pas bénéficié des services d'un talentueux chancelier d'origine irlandaise, François Taaffe, ami de l'empereur François-Joseph? Enfin, l'armée autrichienne n'a-t-elle pas compté plusieurs généraux et de nombreux officiers et soldats issus des troupes fidèles à Jacques II ou à ses descendants? Il est proposé ici un recentrement de la réflexion historique consacrée aux Jacobites, à partir de leur séjour dans la ville d'Avignon, dans le comtat venessin et en Provence, en relation étroite avec l'influence de la papauté, la plus vieille institution du monde occidental. On ne retiendra ainsi qu'un point de vue certes limité, mais qui a le mérite d'être annoncé clairement d'entrée de jeu. En ce début du XXIe siècle, cette approche singulière présente l'avantage d'éclairer d'un jour nouveau diverses zones d'ombre qui perdurent des 2 côtés de la Manche et au-delà, à condition d'éviter les écueils de méthodologie à la mode, particulièrement rigides, tels que l'historismus ou le perspectivisme. À travers les multiples liens personnels et les diverses connexions religieuses, on tentera d'approcher au mieux l'ambiance du moment, le Zeitgeist, facteur explicatif essentiel des comportements des uns et des autres. On découvrira ainsi que les riches contacts noués entre la diaspora jacobite et les gens de Provence, ainsi que ses rapports avec l'Église catholique romaine pendant plusieurs siècles, ont permis à cette minorité d'exilés politiques non seulement de ne pas perdre leur identité, mais d'exercer une influence décisive sur les scènes européennes et mondiales, grâce à un effort d'intégration remarquable dans plusieurs cultures qui leur étaient étrangères. Sauf précision contraire, les dates sont indiquées suivant le calendrier grégorien qui n'a été officialisé dans les îles britanniques qu'en 1752, faisant nôtre la critique ironique de Kepler. Les Anglais préfèrent être en désaccord avec le Soleil plutôt qu'en accord avec le pape. Chapitre 2 Conflits religieux et bouleversements politiques en Europe à la veille du XVIIIe siècle.
Un antipapisme virulent en Angleterre de la première Révolution, au protectorat de Cromwell. Jacques-Édouard, cet Avignonnais d'adoption, bénéficie d'un étrange mais sinistre privilège familial. Son grand-père, Charles Ier d'Angleterre, est mort décapité à Londres. Ce roi Stuart d'Angleterre et d'Écosse a été enlevé en 1646, puis livré par des Écossais presbytériens aux parlementaires anglais, emprisonné pendant 2 ans à Holdenby, Newmarket, Hampton Court, Carisbrooke, Newport, Hurst dans l'île de Wight et pour terminer à Windsor. Il est finalement jugé à Londres en un peu plus d'une semaine, du 20 au 29 janvier 1649. Cette condamnation est l'œuvre inique d'une commission parlementaire, dont le président John Bradshaw, 1602 à 1659, et ses membres seront ultérieurement exclus de la loi d'indemnité et d'oubli promulguée par Charles II en août 1660, Act of Indemnity and Oblivion. Émanation du Parlement dit Croupion, Rome Parliament. Ces juges partiaux ont agi sous l'impulsion du puritain et sanguinaire Olivier Cromwell, 1599 à 1658, qui envisageait d'établir en Angleterre une sorte de république ou un protectorat. Ce malheureux roi Stuart anglican, favorable aux épiscopaliens, paraissait trop tolérant envers les catholiques, d'une part et insuffisamment intransigeant avec les presbytériens d'autre part. Selon les termes du jugement, auquel il ne lui a pas été permis d'obtenir droit de réponse, Charles Ier est qualifié de tyran, traître et meurtrier, du fait des guerres civiles qu'il aurait provoquées. Il a été exécuté en public à Whitehall, siège du gouvernement de Londres, le 30 janvier 1649. Le Parlement anglais abolira la monarchie des Stuarts quelques jours plus tard, le 7 février. Ainsi s'achève le sinistre épilogue des débats obscurs et des troubles intrigues des parlementaires Whigs et des redoutables meneurs de la New Model Army qu'avait organisé Cromwell. Il s'agissait pour la plupart d'entre eux d'opposants traditionnels des Tories, lesquels s'avéreront en général plus proches des Jacobites avec des fluctuations circonstancielles qui relèvent de la politique politicienne, sans parler de quelques exceptions notoires. Le roi Charles Ier a ainsi connu, mais pour des raisons différentes, la même fin dramatique, indigne et injuste que sa propre grand-mère. La reine d'Écosse Marie Stuart a été condamnée à mort par sa cousine la grande Élisabeth Tudor en 1587, après 21 années d'emprisonnement. Principal auteur de l'impressionnant arsenal de lois anticatholiques, la grande reine Élisabeth Tudor et son proche entourage craignaient, à juste titre, le soutien de nombreux sujets britanniques et catholiques en faveur de l'héritière légitime de trône. Il est vrai qu'Élisabeth avait succédé à sa demi-sœur, l'intransigeante reine catholique Mary, qui avait mérité le surnom de Bloody Mary, 1516 à 1558, pour ses exactions sanguinaires à l'égard de ses sujets protestants récalcitrants, pendus ou exilés pendant les 4 courtes années de son règne, les Marian Exil. Son conseiller, Étienne Gardiner, lui avait recommandé néanmoins de suspendre les exécutions de protestants le jour de son mariage, le 23 juillet 1554. Épouse à 38 ans de Philippe II, son cadet de 11 ans et reine consort d'Espagne, elle n'est cependant pas particulièrement intime avec son époux qui lui reproche de ne pas lui donner d'héritier. Lors de leur rare rencontre, ils parlent espagnol ou latin. Cette alliance exceptionnelle entre les grandes dynasties du nord et du sud de l'Europe aura néanmoins le mérite de ne pas exacerber les rivalités maritimes anglo-espagnoles pendant quelque temps. En revanche, la reine Mary accentuera la colonisation brutale de l'Irlande en dépossédant les autochtones au profit de citoyens anglais ou écossais, à condition qu'ils soient catholiques. Cette parenthèse sera de courte durée, et sans portée réelle sur les mentalités des Irlandais. L'antipapisme, croissant en Angleterre de l'époque élisabéthaine jusqu'à celle de Cromwell et bien au-delà, constitue un facteur commun au meurtre politique de Charles Ier et de sa grand-mère, Marie Stuart. L'un des sommets de cette paranoïa britannique est atteint avec le rocambolesque et supposé complot papiste, que le pasteur anglican Titus Oates aurait découvert en 1678, projet d'assassinat de Charles II par les Jésuites et de hauts dignitaires de la cour. Condamné par Jacques II en 1685, Titus Oates ne fut gracié qu'à l'issue de la Glorieuse Révolution. L'intrigant, trouble et versatile Anthony Ashley Cooper, premier comte Shaftesbury, 1621 à 1683, se serait chargé d'enflammer durablement l'opinion publique londonienne à partir de la fake news caractérisée que représentait ce tristement célèbre popish plot.
Charles Ier, quant à lui, avait épousé en 1625, par procuration devant le porche de Notre-Dame de Paris, la catholique Henriette Marie de France, 1609 à 1669, fille d'Henri IV et de Marie de Médicis. La jeune reine ne cachait pas la profondeur de ses convictions religieuses. Sa suite à la cour d'Angleterre comprenait 23 prêtres catholiques et un évêque français. Louis XIII et le cardinal de Richelieu n'avaient consenti à ce mariage qu'aux conditions expresses que les lois anticatholiques soient supprimées, et qu'en conséquence les prisonniers qui en étaient les victimes soient libérés en Angleterre. Ces clauses ne furent qu'en partie respectées, une fois cette union royale célébrée. Charles Ier, autant par faiblesse de caractère que par largeur d'esprit, ne saura pas choisir son camp et s'y tenir fermement dans l'adversité. Après de rudes combats au cours des guerres civiles, il sera donc lâchement livré par les presbytériens écossais, adeptes du fanatique calviniste John Knox, à ses ennemis du Parlement anglais. Il aura entre-temps sacrifié son principal soutien face au Parlement, Thomas Wentworth, comte de Strafford, Lord Deputy d'Irlande, 1593 à 1641, qui sera condamné à mort en 1641 à la suite de sa mise en cause par John Pym Wentworth. Proche de Francis Bacon, il avait appliqué en Irlande une politique d'une extrême sévérité, incarnant l'absolutisme royal anglais et la lutte antipapiste. En dépit de circonstances différentes, le sort de William Law 1573 à 1645, ancien évêque de Londres et archevêque de Canterbury de 1633 à 1645, ne sera pas plus enviable. Ces tergiversations renforceront durablement la réputation de faiblesse et de versatilité du roi à l'égard du Parlement. D'origine française modeste, Law était pourtant devenu le champion de l'anglicanisme et de la monarchie de droit divin des Stuarts. Son Book of Prayers, imposé maladroitement aux Écossais presbytériens, avait enflammé les esprits les plus fanatiques. Emprisonné à la Tour de Londres à partir de 1640, il est décapité sur ordre du Parlement en 1645, sans que le roi Charles Ier n'intervienne en sa faveur. Les guerres civiles cromwelliennes s'achèveront dans le sang, reniant l'espoir d'une république inspirée par les idées des niveleurs, levelers, tel l'écrivain John Lynburn 1614 à 1657 ou le pamphlétaire Richard Overton 1640 à 1664. Ceux-ci étaient partisans d'une république moderne où les citoyens seraient égaux devant la loi. Leur mouvement est réprimé sans pitié par le général Monk et par Olivier Cromwell lui-même. Cette première tentative d'instauration d'une soi-disant république en Angleterre sera vite remplacée par le protectorat du Commonwealth, création d'Olivier Cromwell. Ce nouveau régime évoluera rapidement vers une forme de dictature coloniale, à l'égard des sujets qui ont le malheur de ne pas être nés, à la fois, anglais et puritains protestants. Ces guerres civiles à répétition déchirent les clans écossais qui se divisent face aux ambitions anglaises. Par exemple, les Mackenzie défendent les Stuarts tandis que les Monroe des Highlands se rallient en majorité aux Hanovriens. En revanche, un étrange et prestigieux personnage, Ulysse Monroe, cavalier catholique et royaliste, s'opposera au chef de son propre clan qui est devenu presbytérien. Le territoire du clan Monroe dans les Highlands correspond au Ferindonald, près du Firth de Cromarty, d'Inverness et Dingwall jusqu'au-delà des rives de l'Alness. Le dissident Ulysse Monroe combattra dans l'armée royale à Marston Moor, de juillet 1644, Naseby, 14 juin 1645, et Preston, 17 août 1648. Entre ces deux dernières batailles, il rejoint les troupes d'Owen Roe O'Neill en Irlande du Nord qui vaincront les troupes du général Robert Monroe of Hobsdale, 1601 à 1680. Ce chef de clan protestant a pris la tête des troupes covenantaires qui viennent de débarquer en Ulster. Ulysse est un royaliste intransigeant à la manière de James Graham, 1612 à 1650, marquis de Montrose et combat pour le prince Rupert, 1619 à 1682, le général des armées royales. Il déteste viscéralement les fluctuations politiques des intrigants comme le duc James Hamilton, 1606 à 1649, ou des mercenaires comme Alexandre Leslie, comte de Leven, 1582 à 1661. Ulysse ne pouvait tolérer l'idée d'une subordination de l'Écosse à l'Angleterre comme l'avait accepté, compensation personnelle à l'appui, les covenantaires menés par le duc d'Argyll, le chef du clan Campbell, dans le sud de l'Écosse. Fils de la sœur du roi Charles Ier, Elizabeth Stuart et de Frédéric V du Palatinat,
Le prince Rupert, 1619 à 1682, a connu une vie extraordinaire, digne de celle des jacobites les plus brillants. Après une première formation militaire sur le continent pendant la guerre de 30 ans, il vient en aide à son oncle en tant que commandant de la cavalerie royale. Il combat pendant la plupart des grandes batailles de la guerre civile à Edge Hill, Naseby, Marston Moor. Il est banni du royaume en 1646, alors qu'il n'a que 26 ans et entame une carrière de marin, assez voisine de celle des futurs pirates jacobites qui se sont réfugiés aux Caraïbes. L'Angleterre entend déjà se réserver des monopoles commerciaux, en particulier pour le sucre, Sugar Act de 1654, et entreprend une rénovation accélérée de sa flotte de guerre. Le combat pour la sauvegarde des itinéraires maritimes des différentes puissances européennes est commencé. À la Restauration de 1660, il prend la tête de la Navy sous Jacques d'York et participe à la plupart des batailles navales des guerres anglo-hollandaises. Suite à ces nombreux affrontements entre les flottes anglaises et hollandaises, le traité de Breda, 1667, entérine notamment, plusieurs années après la restauration de Charles II, la cession de New Amsterdam qui devient New York contre les fabriques de muscade du Suriname. Le prince Rupert exercera ensuite la fonction de premier gouverneur de la Hudson Bay Company, de 1670 à 1682. Il s'agit de trouver de nouvelles voies d'accès vers le Canada et de sécuriser le monopole du commerce des fourrures. Il affrète lui-même des navires et réussit une véritable OPA sur cette société créée par deux explorateurs français, Radisson et Groseilliers. Ces derniers avaient pris tous les risques de cette entreprise ambitieuse sans le moindre soutien politique du Royaume de France. Cette activité commerciale réussira au-delà de toute espérance et c'est Jacques, le duc d'York, futur roi Stuart Jacques II, qui succédera au prince Rupert comme second gouverneur de 1683 à 1685. La compagnie, qui est actuellement cotée en bourse, connaîtra un développement extraordinaire jusqu'à nos jours, en diversifiant ses affaires dans la grande distribution. Last but not least, le prince Rupert s'implique également dans la création de la Company of Royal Adventurers of England Trading, qui entend se réserver l'exclusivité du commerce sur les routes maritimes qui conduisent au Cap de Bonne-Espérance. Les dernières années de la vie du prince Rupert sont occupées par ses recherches scientifiques et l'exercice de ses talents d'artiste. Charles Spencer, le frère de la princesse Diana, a consacré un ouvrage passionnant à ce dernier cavalier, en 2007. Dans le camp opposé aux Stuart, le chef presbytérien du clan Monroe fournira commandant et homme de troupe à un régiment qui deviendra célèbre, le Black Watch, la Garde Noire, le bras armé des Hanovriens dans les Highlands, en Écosse et bien au-delà par la suite. Ulysse Monroe, le royaliste catholique, avait donc poursuivi le combat contre la redoutable armée des Covenantaires du chef de clan presbytérien Robert Monroe, en se ralliant en Irlande. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.